Bon jeudi à tous et à toutes. Bienvenue sur Overtime NHL. Jonathan Filion avec vous pour la prochaine heure, pour ce tout premier épisode de l'année 2024 d'Overtime NHL. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de la nouvelle année. J'espère que vous avez bien profité de ces vacances et de ce temps des fêtes. Nous, on recommence fort pour Overtime NHL avec deux invités à vous proposer. Deux invités qu'on a déjà vus, qu'on a déjà eus sur notre émission, mais qui n'ont toujours pas eu la chance de refaire partie d'Overtime NHL cette année. Donc, on a très hâte de les entendre. Je vous en dis pas plus, je vous laisse les découvrir dans quelques minutes. En attendant, je vous rappelle qu'Overtime NHL est disponible sur toutes les plateformes numériques de MySports, que ce soit SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook. Notre site Internet, on se retrouve vraiment partout et surtout sur notre application numérique. Téléchargez-la en grand nombre, elle est gratuite. Overtime NHL s'y retrouve, tout comme beaucoup de contenu exclusif de hockey sur glace. Finalement, l'épisode d'aujourd'hui est en rediffusion sur MySports 1 dès 20h. Donc, c'est comme c'est le cas depuis le début de la saison, tous les jeudis. Sans plus attendre, on va commencer l'épisode d'aujourd'hui avec le segment Hop Suisse. Notre invité aujourd'hui pour le segment Hop Suisse est notre commentateur, Laurent Antonioli. Salut Laurent. Salut Jonathan. Évidemment, plusieurs personnes reconnaissent la voix, reconnaissent aussi le visage, parce que là, ça fait quoi, 3 ans de suite que je t'invite après le temps des fêtes? Parce que tu fais un jaloux en moi, année après année. Je dois te le dire, Laurent, tes voyages en Amérique du Nord, ça me rend un peu jaloux. Voilà, c'est dit. J'ai toujours de la place pour toi dans ma valise, hein, si tu veux venir avec moi. Hein. C'est peut-être madame qui sera pas contente si je passe le temps des fêtes en Amérique du Nord à regarder des matchs de hockey. Ça, c'est à toi de gérer. Je te laisse faire. Pas de problème à gérer, moi. ça, c'est mon problème à moi. Laurent, bon, pour ceux qui ne nous ont pas suivis l'an passé ou l'autre année d'avant, je remets un peu en contexte les gens. Chaque année, tu vas faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord, rencontrer des vedettes suisses en NHL, rencontrer donc des joueurs qu'on a le plaisir de suivre match après match, semaine après semaine. On en parle dans Overtime NHL. Du coup, ben, c'est l'exercice parfait pour toi parce que tu as pu les rencontrer en personne, discuter avec eux. D'ailleurs, il y aura ton carnet de voyage qui sera publié sur le site Internet de MySports et sur YouTube également parce qu'il y a des entrevues vidéo qui ont été réalisées. On va pouvoir également lire tes textes. Ça devrait être en ligne là, dans les prochaines semaines. En fait, ça ne devrait pas. Ça sera en ligne dans les prochaines semaines. Évidemment, on a hâte de lire tout ça, mais on veut quand même un petit résumé. Et surtout, on va commencer par un résumé de ton voyage parce que tu étais du côté de Chicago. Oui, absolument. Le calendrier était assez parfait. On l'a regardé ensemble, le calendrier de Chicago et par rapport au voyage que je voulais mettre en place. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à Chicago, les équipes qui évoluaient à Chicago, il y a eu Vancouver, il y a eu Winnipeg, avec Pius Suter et avec Niederreiter, en plus, forcément, de Kourachev avec Chicago. Donc, le calendrier était parfait pour moi à ce niveau-là. Et en plus, tu as eu la chance d'avoir joué un petit Connor Bedard. Évidemment, on est dans le segment Hop Suisse. Mais je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler. C'est quand même la star montante de la NHL. Totalement, totalement. Et je dirais que j'ai encore plus de chance parce que Kourachev joue quotidiennement avec Bedard. Donc moi, forcément, j'avais un œil sur Kourachev. Et comme Bedard n'était pas très loin, j'ai pu vraiment bien regarder le joueur que c'était. C'est un joueur exceptionnel au niveau de la vision du jeu, au niveau créatif en zone offensive. Beaucoup de gens, forcément, veulent le comparer avec Connor McDavid. Pour moi, ça ne sera pas Connor McDavid. Ça ne sera pas le joueur capable de faire autant de points, autant de buts, autant de passes sur une saison. Par contre, ça va être un joueur qui va faire beaucoup de jeux qui vont être intéressants pour l'équipe, que ce soit défensivement, mais surtout offensivement. Il a des passes, il voit le jeu avant tout le monde. Maintenant, ce qu'a besoin Connor Bedard, c'est d'avoir un attaquant avec lui capable de profiter de ces caviars-là. Et je pense que pour le moment, Chicago n'a pas ça. Si on compare avec Edmonton, ils ont McDavid, mais ils ont un Draisaitl, par exemple, dans l'alignement. Ce que n'a pas pour le moment Chicago, que ce soit en attaque, en défense ou également au but. On a beaucoup parlé ensemble. Tu sais exactement mon avis de ce qui manque du côté d'Edmonton pour avoir des résultats. Ben, Chicago est dans le même processus. Ils n'ont pas de défensive, ils n'ont pas de gardien. Ils ont un gardien capable un soir de faire des arrêts, on est d'accord. Mais ils n'ont pas tout ça. Par contre, ils ont une méga star
qu'il va falloir entourer. Ouais. Donc, tu avais un œil sur Kourachev, l'autre œil sur Connor Bedard. Tu devais en avoir plein la vue. Bon, tu parles d'un joueur qui joue, évidemment, qui doit profiter des caviars de Connor Bedard. C'est le cas quand même pour Philippe Kourachev. As-tu pu lui parler quand même de son rôle et de cette complicité qui naît avec Connor Bedard? Bien sûr, pas le choix de lui poser la question sur Bédard. Il sait qu'il est privilégié de jouer avec un tel joueur. Il sait son rôle également, c'est de lui faire de la place, c'est de gagner des pucks pour lui. Ça, il est complètement conscient de ça. Et surtout, c'est qu'offensivement, il donne aussi un coup de main. Il est là aussi et ça se voit au niveau des chiffres. C'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe derrière Bédard, justement. Par contre, le problème, c'est que je trouve que c'est un petit peu pour moi léger pour jouer vraiment avec Bédard. Je trouve que techniquement, Kourachev, c'est un petit peu léger pour jouer avec Bédard. Par contre, sur le plan physique, il est intéressant. Moi, ce que je trouve surtout très intéressant du côté de l'entraîneur de Chicago, c'est qu'on lui fait amplement confiance à Kourachev. On le met tout le temps avec Bédard. Sur le power play, pendant de nombreux matchs que j'ai vus, il était même sur un power play où il n'y avait pas de défenseur. C'est extrêmement rare. Je ne sais pas si toi, Joe, tu as vu ça en NHL, mais la première unité de power play de Chicago, il n'y avait pas de défenseur et l'homme qui était à la ligne bleue, qui fait circuler le puck, c'était Kourachev. Donc ça montre quand même la confiance qu'a l'entraîneur de Chicago envers le Bernois, en plus de lui donner cette chance de jouer avec Bédard à 5 contre 5. Non, 5 attaquants sur un power play. Ben, Peut-être arrivé une ou deux fois, là, mais honnêtement, de souvenirs comme ça, je m'en souviens pas. Il y a toujours normalement un défenseur et 4 attaquants. C'est la norme maintenant, souvent en NHL. Ça prouve, Jonathan, qu'ils n'ont pas le défenseur qui pourrait être capable de piloter un power play. Pour moi, c'est le plus frappant et c'est un peu le message que fait passer l'entraîneur lorsqu'il fait un power play à 5 attaquants. Bien sûr. Laurent, la dernière fois qu'il y a eu, parce que je veux quand même qu'on parle de la situation à Chicago avant de continuer sur les autres joueurs suisses. La dernière fois qu'il y a eu une reconstruction à Chicago, c'est avant qu'on voit arriver les Jonathan Toews, les Patrick Kane à Chicago. Évidemment, c'était une époque différente, mais la patinoire était vide. Les matchs à l'étranger des Blackhawks de Chicago, même ou à domicile, c'était les matchs à domicile des Blackhawks de Chicago, n'étaient même pas tous diffusés à la télé. La patinoire était complètement vide et il y a vraiment eu un regain fait par l'arrivée de Toews et Kane et ça a mené à des Coupes Stanley. On est dans une ère de reconstruction évidente. Tu viens d'en parler avec les Blackhawks de Chicago. Beaucoup de trous manquants. Là, oui, on a une super vedette, mais est-ce que les fans sont toujours au rendez-vous? Est-ce que les Blackhawks ont réussi à surfer sur la vague des succès des années 2010? Mais totalement. Mais je dirais pas qu'ils surfent sur ça. Ils surfent surtout sur Connor Bedard. C'est sur lui, que ce soit au niveau merchandising, au niveau des maillots, au niveau des t-shirts. Il y a du Connor Bedard partout. Alors, ils n'ont pas le choix. Hein. Parfois, ils doivent mettre du Johnson, ils doivent mettre d'autres joueurs quand même à la vente. Mais ils sont tous là pour lui parce qu'ils savent qu'ils sont en effet avec une star en devenir. Un choix de draft exceptionnel. Ils étaient en premier, ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir un autre joueur avec un tel talent. Maintenant, tu l'as dit, à Chicago, il y avait 2 joueurs. Il y avait Kane et Toews. Pour le moment, ils n'ont qu'un des deux, si on veut, avec Bédard. Et pour le moment, c'est insuffisant. Même dans une reconstruction, c'est insuffisant pour voir loin, pour moi, pour Chicago. À court terme ou à moyen terme, c'est une équipe qui ne jouera pas, pour le moment, pour moi, les playoffs. C'est clair. Mais, avec la saison qu'ils connaissent, peut-être qu'ils vont l'avoir, leur one-two punch, parce qu'il y a des attaquants intéressants dans la draft. Il y a des défenseurs intéressants aussi dans la draft de 2024 là, qui approche dans quelques mois. Et les Blackhawks sont en bonne position pour avoir un choix top 3 encore une fois cette année. Et ça avait été le cas. Kane était choix de premier choix au total et Jonathan Toews, si je ne me trompe pas, il était 3e au total. Ça pourrait peut-être être exactement la même chose qui se passe. Mais ils essayent, ils tentent des choses. Ils ont fait un échange là avant que j'arrive avec un joueur comme Beauvillier. Donc, ils essaient d'aller chercher de ces attaquants qui peuvent tout à coup reprendre un peu d'offensive, d'être de nouveau compétitifs au niveau offensif. Ils ont pris également, ils ont Tyler Johnson qui a connu du succès ailleurs qu'à Chicago. Donc, ils croient en allant chercher ces joueurs-là. Mais oui, tu as 1000 fois raison. Il va falloir qu'ils ramènent quand même d'autres talents supplémentaires autour de Connor Bedard, sinon
ça va être encore des années très, très longues du côté des Blackhawks. Ils doivent certainement rêver à un certain Macklin Celebrini qu'on a pu voir au M20 avec le Canada. Et t'imagines, Celebrini et Bédard 1-2, ça ce serait assez exceptionnel. Mais c'est de la musique d'avenir, on verra. Laurent, bon, évidemment, tu l'as dit, tu as vu jouer 2 autres joueurs suisses. Pius Suter, on va commencer par lui. 2 joueurs qui évoluent parce qu'évidemment, bon, Niederreiter, tu l'as rencontré, on en parlera un petit peu plus tard, mais 2 joueurs qui évoluent dans des équipes de tête. Et c'était jamais arrivé à Pius Suter d'être dans une équipe de tête. Il est arrivé à Chicago au moment où Jonathan Toews, sa carrière, battait de l'aile en raison des blessures. Ensuite, a signé à Détroit dans une reconstruction. Là, il signe 2 ans à Vancouver. Tout lui sourit. Là, il est enfin dans une équipe gagnante. Malheureusement, il y a eu une blessure dans son cas qui l'a ralenti. Mais est-ce qu'il a trouvé ses marques avec les Canucks de Vancouver? Totalement, totalement. Et je vais faire un jeu de mots qui est assez facile, Joe. C'est le vrai couteau suisse de Vancouver. Non, mais tu rigoles, mais c'est une réalité au niveau de la glace. Moi, j'ai eu de la chance. Le soir où il vient jouer à Chicago, il est à côté de Peterson. Et donc, il est l'ailier de Peterson. Et c'est ce qu'il me dit à l'interview. C'est la première fois que je joue ailier, je dis ça de mémoire, je crois depuis 2 ans ou je ne sais plus. Et il a dû retrouver des marques. Oui, ben il fait 1 point ce soir-là contre Chicago. Et ensuite, je crois qu'il fait 2 matchs à côté de Peterson. Le match d'après, il est au centre du 4e bloc. Et puis là, depuis quelques matchs, il est au centre du 2e. Donc, pour un entraîneur, j'imagine, d'avoir un Pius Suter dans son équipe, c'est juste parfait. Vous pouvez le mettre n'importe où, dans n'importe quelle position, il va faire le job. Et c'est exactement ce qu'il fait là-bas. Et maintenant, pour moi, tu es encore un meilleur spécialiste que moi, vraiment, des équipes canadiennes. J'attendais pas Vancouver aussi haut que ça quand même au niveau de la section ouest. Et ce qu'ils réalisent là-bas, toutes les pièces sont en train de se mettre en place, tous les joueurs qui ont été choisis justement dans le passé, qui sont en train d'arriver à l'heure, entre guillemets, et sont en train de donner quelque chose de très intéressant. Et c'était un peu la question que je me posais et que je peux te poser à toi. Ça fait des années qu'on l'espère, ça fait des années qu'on y croit. Est-ce que ça peut être l'année d'une équipe canadienne? Ça, c'est le genre de question difficile à répondre. Mais honnêtement, tu vois, dans une année compliquée comme celle de l'an dernier, où on voyait tous Vancouver plus haut que ce qu'ils ont réalisé, ils ont fait un mouvement, un échange à la date limite des transactions. Tout le monde pensait qu'ils allaient être vendeurs. Et ils sont allés chercher Philippe Hronek, le défenseur, qui s'avère l'une des pièces maîtresses de la brigade défensive des Canucks. Ils ont ajouté, tu viens de le dire, un couteau suisse. Tu as besoin de ce genre de joueur-là dans une équipe. Le genre de joueur comme Pius Suter qui, sans noircir la feuille de pointage match après match, sans être ultra spectaculaire, il y en a déjà des joueurs comme ça dans l'équipe de Vancouver. Cette équipe-là avait besoin d'un joueur passe-partout, d'un joueur bon dans le vestiaire. Puis Suter, je pense pas que c'est celui qui déplace le plus d'air dans le vestiaire, mais je pense pas que c'est celui qui est détesté dans le vestiaire non plus. Ça semble être un chic type. Et écoute, peut-être, ils ont un des meilleurs gardiens de la Ligue en Thatcher Demko. J.T. Miller revit à Vancouver. Elias Pettersson, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Quinn Hughes, le meilleur défenseur de la Ligue. Hronek, moi, je l'adore aussi. Ils ont des éléments en place. Maintenant, Pettersson ne veut peut-être pas poursuivre à long terme avec Vancouver. Lui-même a peut-être ouvert la porte à éventuellement partir du côté de Chicago à la fin de son contrat. Donc, il faut que les Canucks de Vancouver réussissent à gagner tout de suite avec la présence de tous les éléments que je viens de nommer. Et je l'espère que cette équipe-là se rende loin. Ce serait bon pour le hockey, même si le Canada n'a pas besoin de ça pour faire grandir la popularité du hockey, mais reste que c'est quand même aberrant que la dernière équipe qui a gagné la Coupe Stanley au Canada, c'est le Canadien en 93. Non, c'est sûr. Et pour revenir sur Pius Suter, quand tu dis que c'est une pièce qui était importante pour l'échiquier, pour l'équilibre de l'équipe, moi je vais rajouter, c'est un joueur qui est capable de prendre son rôle qu'on lui donne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque je suis à Chicago et qu'il joue, il est à l'aile de Pettersson, il fait le job. On le met au centre d'un bloc numéro 4, il fait le job. On le met au centre d'un bloc numéro 2, il fait le job. Et ça, pour un entraîneur, c'est quand même extrêmement précieux parce que ça veut dire que lorsqu'on lui donne une mission, il va vous la faire.
Et donc, vous pouvez compter tous les soirs sur lui. Et offensivement, ils ont plein aussi de joueurs intéressants. Boozer, moi, je trouve que c'est un joueur super qui amène beaucoup d'énergie, qui met beaucoup de buts. Et les buts peuvent venir de nulle part chez eux. On en parlera après avec l'équipe de Winnipeg. Et je fais une parenthèse déjà. Je pense que moi, sur les équipes que j'ai vues, c'est l'équipe la plus impressionnante que j'ai vue offensivement, les Jets de Winnipeg. On en parlera après. Mais les Canucks, en tout cas, dans le processus qu'ils ont mis en place, je trouve qu'elle est arrivée à l'heure, on va dire ça comme ça. Trop tôt, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut que ça à l'Ouest. Est-ce que c'est suffisant pour ensuite aller loin en play-off? Ça, je ne sais pas. Ouais, t'as nommé la seule équipe qui peut peut-être venir, pas la seule, mais probablement leur plus grosse menace, c'est les Jets de Winnipeg, parce qu'ils sont bâtis. Moi, j'ai l'impression que les Jets sont plus bâtis pour les playoffs que les Canucks de Vancouver. Mais sujet à part, on y reviendra. Je me souviens très bien de ton entrevue l'an dernier avec Pius Suter, parce que tu l'avais vu jouer également dans ton voyage l'an dernier. Entrevue qu'on avait diffusée sur nos réseaux sociaux et dans ton carnet de voyage. Et Pius Suter, tu lui avais posé la question, là, c'était sa fin de contrat. Est-ce qu'il envisageait un retour en Suisse? À quoi ressemble son avenir? Et il t'avait répondu du tac au tac, je pense pas que mon aventure est finie ici. Je vais aller jusqu'au bout de mon aventure. Et tu vois, on se parle 1 an plus tard. Pius Suter a un contrat de 2 ans dans les poches avec Vancouver. Et il joue un rôle important dans cette équipe, comme tu as pu le constater. Donc, oui. Comme quoi, il croyait en lui et il fallait qu'il croie en lui. Oui, c'est ça. Des fois, il faut aussi avoir un peu de patience. On se rappelle tous, par exemple, d'un joueur comme Damien Brunner, pour X raisons, qui est revenu peut-être en Suisse. Grégory Hoffman aussi est pas resté longtemps pour d'autres raisons peut-être, mais c'est vrai que parfois en NHL, ils aiment bien aussi les franchises, voir comment le joueur s'accroche à ce rêve de la NHL. Est-ce que c'est un joueur qui baisse les bras, qui accepte les rôles qu'on lui donne ou pas? Et je pense qu'il fallait aussi, comme on dit souvent, parfois trouver le bon endroit pour lui. Et là, il est arrivé à l'endroit parfait pour qu'on lui donne des missions et surtout derrière. Et c'est là aussi où la NHL est très compliquée. Il faut répondre présent à chaque fois qu'on vous donne une mission. Et là, Pius Suter est assez bluffant, faut aussi dire la vérité, par rapport au travail qu'il fait avec les Canucks. On va passer maintenant aux Jets de Winnipeg, Laurent. Nino Niederreiter, tu as pu le rencontrer aussi. Je ne sais pas au moment où tu l'as rencontré, s'il avait déjà signé son nouveau contrat avec son nouveau pacte avec les Jets. As-tu pu lui en parler? Oui, absolument. Donc, il avait déjà prolongé. Pour lui, c'était important de rester encore quelques années en NHL. J'ai même parlé avec lui de comment il voyait même le futur maintenant. Est-ce que c'était peut-être son dernier contrat? Est-ce qu'il pense à revenir en Suisse? Ça, vous verrez avec la vidéo qu'on va monter avec mes collègues de MySport. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il est en train de prendre son pied, tout simplement, dans une équipe. Alors, là, encore une fois, tu es mieux placé que moi pour en parler. Je ne pense pas que c'est la ville la plus sexy du Canada, les Jets de Winnipeg, mais par contre, il est arrivé à l'endroit parfait pour lui. Bien sûr, il a un rôle de 3e ligne, mais il est sur la 2e unité de power play. Donc, ça veut dire qu'on lui donne là aussi des responsabilités. Et surtout, moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné sur les équipes que j'ai vues, entre les matchs qu'on voit ici, que j'ai commenté aussi pour vous, pour nous, au niveau de la NHL, pour MySport. Je trouve que c'est la meilleure équipe que j'ai vue à 5 contre 5. Ça a été impressionnant. Ils ont eu besoin de Chicago d'un Mrazek hallucinant, je crois qu'il a retenu plus de 40 shoots sur ce match-là. C'était un sens unique total. Et à la fin, c'est même Chicago qui a gagné parce que c'était un vol total. Hein. C'était la Banque nationale du Canada qui a été cambriolée ce soir-là. C'était hallucinant. À 5 contre 5, il y a eu des périodes où ça a tourné autour des joueurs de Chicago en zone offensive. Et c'est ça qui, moi, m'a le plus impressionné. Parce que lorsque vous avez ces séquences qu'on a déjà vues, hein, Joe, que tu as commenté, où tu as l'équipe qui est en possession du puck et qui reste en zone offensive, tu fais des changements, tu amènes des nouveaux joueurs, il ne se passe rien. Ils ont changé 2, 3 ou 4 fois de ligne et la pression, le contrôle du jeu était identique. Et ça, c'est ce qui m'a le plus bluffé à Winnipeg. Et maintenant, tout le monde en parle en Amérique du Nord en plus, c'est leur capacité à ne pas prendre de but entre un très, très bon gagnant qu'ils ont. Et on le sait toujours, tu le sais comme moi, gagner une saison régulière, c'est souvent par l'offensive, mais les playoffs, tu gagnes par la défensive. Et c'est peut-être ça qui va peut-être leur permettre aussi d'aller très, très loin. C'est pour ça que je parlais avant d'une équipe canadienne qui peut espérer la Coupe Stanley. On pense aussi à l'offensive de Toronto.
Mais franchement, l'équipe de Winnipeg, j'ai pas beaucoup d'argent, mais si je dois mettre une petite pièce, je mettrais peut-être dessus sur les Jets. C'est fou parce que c'est une équipe qu'on voyait grosse et dominante depuis des années. Et chaque année, on dirait qu'il y a des coups durs qui leur arrivent. Ils doivent se départir de joueurs. Ça marche pas. Ils ont enlevé Blake Wheeler, finalement le capitaine de l'équipe. Ils l'ont racheté alors que c'est un joueur qui produisait encore. Mais c'est son éthique, c'est sa présence dans le vestiaire qui était critiquée. Connor Hellebuyck, le gardien, il est tout simplement sensationnel. L'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Mais Laurent Brossoit, le deuxième, a exactement les mêmes chiffres qu'Hellebuyck comme substitut, avec 20 matchs de moins disputés. Mais c'est pratiquement identique. Ça veut dire que les deux gardiens font le travail, ce qui veut dire que devant eux, on concède très peu d'énormes chances de marquer. Tu parlais qu'en Amérique du Nord, on vantait beaucoup leur prouesse défensive. C'est 30 matchs consécutifs pour les Jets sans avoir concédé plus de 3 buts. C'est incroyable quand même. Dans une ligue où il se marque de plus en plus de buts, les Jets en concèdent de moins en moins. Et oui, c'est une équipe, moi je trouve qu'elle est bâtie pour aller loin, avec des gros bonhommes. Niederreiter, lorsqu'il est sur son 3e trio, je ne sais pas avec qui exactement il était aligné dans tes matchs, mais souvent cette saison, il a été avec Adam Lowry, avec Appleton, je crois. 2 énormes joueurs aussi. C'est un trio lourd qui, quand met son échec avant dans le jeu, donne beaucoup de casse-tête à l'équipe adverse. Et je pense que c'est pour ça, vraiment. Tu l'as dit, il prend son pied à Winnipeg. Pourquoi? Parce que c'est une équipe, on dirait, taillée pour lui. J'ai l'impression que c'est la meilleure équipe, le meilleur fit pour Nino Niederreiter. Oui, mais encore une fois, il fallait trouver la bonne chaise, comme vous dites chez vous. Mais c'est parfois, il faut un peu de chance. Dans la question que je lui ai posée, est-ce que son plus gros regret, c'est de ne pas avoir joué plus longtemps avec Josi quand il est allé à Nashville parce qu'il a été extrêmement court? Il me dit oui, mais c'est le business. C'est comme ça. Ça fait partie du business de la NHL. Vous êtes à un endroit pendant quelques temps et puis quelques semaines ou quelques mois après, vous êtes à un autre. Moi, ce que j'aime chez eux, c'est encore une fois la profondeur. Je crois qu'ils sont entre 10 ou 9 joueurs à presque 20 points depuis le début de la saison. En défense, ils ont un joueur comme Morrissey qui est exceptionnel. Ils ont des jeunes qui arrivent comme Perfetti. Enfin, ils ont tout. Franchement, ils ont tout dans cette équipe pour aller loin. Hormis, est-ce qu'on leur souhaite pas éventuellement une blessure qui peut être embêtante, mais je trouve que comme elle a été bâtie, maintenant peut-être le seul point, c'est que parfois pour gagner une Coupe Stanley, il faut de l'expérience. Ouais. Il faut des joueurs qui aient gagné des Coupes Stanley. Je n'ai pas été dans le détail, mais je crois de mémoire, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aient levé la Coupe Stanley dans cette équipe. C'est le seul point. De mémoire comme ça, pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui ont grandi dans l'organisation des Jets de Winnipeg. Et tu parlais des blessures. Ils s'en sortent bien. Ils sont premiers dans la Ligue. Avec Kyle Connor qui a manqué presque la moitié de la saison depuis le lancement de cet exercice 23-24. Kyle Connor, meilleur buteur de cette équipe, n'est pas là. Et ça ne change rien pour les Jets de Winnipeg qui sont premiers au classement quand même. C'est assez exceptionnel. Ah. Laurent, ça te donne un très beau teasing de ce carnet de voyage qui va sortir dans les prochaines semaines. Ne ratez pas ça évidemment, on va le mettre partout sur nos réseaux sociaux, mais il sera évidemment disponible. Toutes les interviews seront sur YouTube et sur notre site Internet, tout comme le carnet de voyage, donc pour lire et entendre les interviews. Il y a également, tu as rencontré également des membres du Canadien de Montréal et un joueur de basketball de la NBA. Oui, alors en effet, je l'ai rajouté juste ça avant de finir avec toi, Joe. C'est qu'en effet, j'ai rencontré le Canadien de Montréal. J'ai eu 1 minute à peu près avec Martin Saint-Louis aussi. C'est pas exceptionnel. Tu verras l'interview. Il y a peut-être 2-3 trucs à sortir. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Par contre, le parcours d'une journaliste au Québec qui s'appelle Chantal Maccabé, ça parle peut-être pas beaucoup ici en Suisse. C'est très, très québécois. Mais c'est une femme qui, dans les années 80, 90, il faut se rendre compte, a été lancée à couvrir le hockey sur glace de la NHL, d'abord pour les Nordiques de Québec et ensuite pour le Canadien de Montréal. Et c'était une des premières, une des pionnières, au niveau féminin, au niveau du journalisme au Québec. Tu peux aussi en parler d'ailleurs, Joe, mais et son parcours est assez fou. Et maintenant, elle est tout simplement la vice-présidente du Canadien de Montréal, responsable forcément de la communication et des médias.
puisqu'elle connaît pratiquement tout le monde, et j'en parlais un peu avec elle. Elle doit parfois maintenant à refuser des demandes d'anciens collègues. C'est pas toujours non plus évident, donc ça, c'est intéressant. Et puis, en effet, j'ai aussi rencontré, et ça, c'est sympa, le basketteur suisse, donc Clint Capela, qui joue en NBA. Il était avec Atlanta du côté de Chicago, et j'ai pu également faire son interview. Elle sera par contre écrite, elle n'est pas en vidéo. Et là, on pourra aussi également la voir dans ce carnet de voyage. Voilà, donc le rendez-vous est lancé. Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir, Joe. Bye bye. À très bientôt, bye. Pour le segment Hop Suisse, aujourd'hui, on accueille notre invité Laurent Meunier. Salut Laurent, très content de te retrouver pour Overtime NHL. Salut Jonathan, salut à tout le monde. Moi aussi, très content d'être avec toi. Oui, ça fait quelques fois là, qu'on discute. On voulait t'avoir sur l'émission, ça jouait jamais. Enfin, on va pouvoir discuter de NHL ensemble. On sait que tu suis d'assez près le championnat nord-américain. Segment head-to-head, c'est une nouveauté qu'on n'avait pas parlé saison dernière. En fait, c'est tout simple. Je lance un sujet de discussion et ensuite on donne notre avis, on débat tout simplement. Donc c'est plutôt simple, Laurent, et ça va commencer avec un sujet qui a fait couler quand même beaucoup d'encre du côté de l'Amérique du Nord. C'est le nouveau contrat de William Nylander. Il lui restait, il était en fin de contrat, devait re-signer donc une nouvelle entente. Ça avait été fait avec Austin Matthews un peu plus tôt cette saison. Et là, William Nylander a signé un contrat XXL, on va le dire comme ça. 11,5 millions de dollars par saison qu'il va recevoir. Ça fait de lui l'un des meilleurs, des plus hauts salariés de la Ligue nationale de hockey. Là, pour être exact, ça va faire de lui le 6e plus haut salarié de la Ligue nationale de hockey. Laurent, la question que je te pose, est-ce que le contrat de William Nylander et la structure salariale des Maple Leafs de Toronto va nuire à cette équipe dans ses chances de remporter la Coupe Stanley? C'est une très bonne question. Je pense que c'est un débat qui est à Toronto qui depuis un moment avec ces 4 gros salaires. Il existait déjà quand il y a eu son renouvellement, parce que la dernière fois qu'il y a eu un renouvellement avec Nylander, il avait fait une grève. Il n'avait pas joué le début de saison. Donc, cette année, je pense qu'ils ont voulu éviter d'avoir le même scénario cette fois, et ils l'ont scié, ils lui ont donné un gros contrat directement. Je ne sais pas si ça peut nuire, je ne sais pas si c'est la bonne voie. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on voit leurs 4 plus gros salaires, c'est 4 attaquants. Donc, Matthews, Tavares, Marner et Nylander. Et donc, c'est vrai que de ne pas mettre l'argent un peu plus sur des défenseurs de haut niveau, sur des joueurs comme Hyman. Ils ont laissé partir Hyman à Edmonton, alors que c'était un très très bon joueur. Il le prouve d'ailleurs à Edmonton, il complote très bien. Mais voilà, c'est des choix. Nylander, on ne peut pas lui enlever le talent qu'il a parce qu'il joue de façon exceptionnelle. Encore cette année, sur les 3 dernières années, ça fait partie quand même des meilleurs ailiers de la Ligue. Je pense qu'il n'y a que l'avenir qui le dira. Je botte un peu en touche, mais c'est vrai que c'est tellement... j'aime bien cette équipe de Toronto. C'est quand même une belle équipe avec des joueurs comme Tavares, avec des joueurs comme Matthews, Marner. C'est quand même des super joueurs. Mais pour gagner la Stanley Cup, il faut vraiment avoir de la profondeur. Il faut avoir des joueurs de rôle qui jouent bien. Et ça, c'est peut-être que du fait d'avoir autant d'argent sur si peu de joueurs, ça les empêche d'aller chercher d'autres joueurs un peu de rôle de meilleur niveau, quoi. Il y a des choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. William Nylander, avec la grève qu'il avait faite, William Nylander sort d'un contrat, vient de terminer un contrat où il était clairement le joueur le moins bien payé du monstre à 3 têtes, si on peut l'appeler comme ça, Matthews, Marner et Nylander. 3 joueurs qui ont à peu près le même âge. 2 de ces 3-là étaient très avantagés niveau salarial. Ce n'était pas le cas pour William Nylander. C'était pour lui l'occasion de signer le contrat de sa vie. L'argent est sur la table, tu signes. Je comprends totalement William Nylander de le faire. Là où j'ai un problème, puis tu en as parlé, pour gagner une Coupe Stanley, il faut de la profondeur. Est-ce que de dépenser autant d'argent sur
4 joueurs. Et on peut même rajouter Morgan Riley, le défenseur, comme 5e haut salarié. Il va gagner 7,5 millions. En fait, il gagne déjà 7,5 millions de dollars US par année. Est-ce que de payer autant 5 joueurs, ça peut vraiment t'amener une équipe gagnante? C'est une question qui est difficile à répondre aujourd'hui, mais qui, par le passé, nous a prouvé que les Maple Leafs de Toronto étaient une bonne équipe spectaculaire pendant la saison régulière, mais qui se faisait rattraper en play-off justement dû par cette profondeur. Et là, écoute, j'ai le chiffre exact, je vais te le donner. 62% de la masse salariale des Maple Leafs de Toronto sera occupée par 5 joueurs. Matthews à 13,25 millions, Nylander à 11,5 millions, Tavares à 11 millions, Marner à 10,9 millions et Morgan Riley à 7,5 millions. Pour la masse salariale, évidemment, le plafond qui va monter l'an prochain, ça va laisser 33,5 millions pour 18 joueurs. Ça, c'est même pas une moyenne de 2 millions par joueur. J'ai l'impression que le directeur général là-bas va devoir faire quelques petits tours de magie s'il veut vraiment avoir une équipe aspirante à la Coupe Stanley, même en play-off, pour les années à venir. Oui, c'est ça. Il va falloir être très créatif, aller récupérer des bons vétérans qui veulent venir pour un coût, on va dire, moindre que de leur valeur. Il va falloir qu'ils intègrent encore des bons jeunes. Je sais qu'il y a quand même les Marlies, ils ont toujours quand même, ils développent quand même assez bien leurs joueurs du côté de Toronto. Donc, il va falloir qu'ils aient 2-3 surprises. Il y a un point aussi d'interrogation, les gardiens du côté de Toronto, qui est depuis 2-3 années, depuis qu'Anderson avait été quand même le gardien dominant pendant plusieurs années, maintenant depuis 2-3 années, c'est un peu oui, non, ça marche pas. Mais donc voilà, il n'y a pas de certitude, on va dire, à ce poste à l'heure actuelle pour l'équipe. Bon, après, ça a prouvé avec des clubs comme Saint-Louis quand ils ont gagné que c'était pas nécessaire d'avoir un gardien dominant. Même Colorado, quand ils ont gagné, ils avaient pas un joueur, un gardien dominant, je veux dire. Mais voilà, ça, c'est quand même, il y a pas mal de points d'interrogation pour se dire que c'est vraiment une équipe qui va aller gagner le titre ces prochaines années, quoi. Ils se sont pas mis dans cette posture, en tout cas, en se disant ils peuvent y arriver, mais ça va demander quand même que beaucoup de choses s'alignent, beaucoup d'étoiles s'alignent pour eux. Tu parles des gardiens et du développement des joueurs. Joseph Woll est un jeune gardien prometteur du côté des Maple Leafs de Toronto. Heureusement pour les Leafs, Martin Jones, un gardien qui est passé par une tonne d'équipes dans la Ligue nationale, joue bien, mais celui en qui on avait le plus confiance à Toronto, c'était Ilya Samsonov. Cette saison, il a seulement 5 victoires en 15 matchs, moyenne à 3,94, pourcentage d'arrêt de 86,2%. Il est méconnaissable, Ilya Samsonov. Donc, et tu parles du développement, Matthew Knies, je pense que c'est l'un des meilleurs exemples justement de ce développement qui au moins fonctionne dans quelques cas, mais évidemment, les Maple Leafs qui vont devoir... Moi, j'ai hâte de voir à la fin du contrat de John Tavares, parce qu'il va lui rester une saison à son contrat. Qu'est-ce qu'on va faire de John Tavares? Il vient de Toronto, il aime jouer à Toronto. Est-ce qu'il accepterait une diminution salariale pour donner des outils à son directeur général? Peut-être, j'ai hâte de voir, parce qu'évidemment, lui, j'ai le goût de dire la fleur, ses meilleures années sont derrière lui, mais en même temps, il joue en ce moment ses meilleures années. C'est drôle parce que John Tavares, en vieillissant et dans cette équipe des Maple Leafs de Toronto, a tellement eu un rôle, et a tellement encore aujourd'hui un rôle hyper important. J'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment l'échanger ou s'en passer pour l'avenir. Non, je pense que ça serait pas... C'est quand même un de leurs leaders. Au niveau du jeu, il ralentit pas. C'est quelqu'un qui a une éthique de travail incroyable, à l'image un peu d'un Bergeron à Boston. Donc, évidemment, et il faudra essayer de lui d'être créatif au niveau de son contrat pour le satisfaire. Mais je pense que comme il n'a jamais gagné aussi la Coupe Stanley, peut-être qu'il fera un effort pour rester à Toronto et la gagner à Toronto, parce que je pense que l'équipe qui la gagnera à Toronto, ils vont être des dieux pendant un moment là-bas, depuis je pense, c'est quoi, 69, depuis quand ils attendent la coupe 67, 1967, ouais.
Donc, ça fait un petit bout de temps. On n'était pas nés, hein, même moi. Donc, On n'était même pas encore des projets. non, non. Et donc, ouais, voilà. Donc, c'est vraiment Toronto. En plus, c'est comme ça un gros marché. Ça fait toujours énormément parler. Euh, et il y a eu le changement cet été avec Dubas qui est parti, qui a été remplacé. Donc, il y a quand même une philosophie qui a un peu évolué, mais pour l'instant, ils sont restés sur le fait qu'ils gardent leurs quatre gros à l'attaque avec des gros salaires, quoi. On parlait de John Tavares à Toronto, des saisons de 88, 60, 50, 76, 80 et 34 points cette saison. Il roule à 1 point par match. C'est assez impressionnant de le voir. Et tu dis peut-être qu'il va vouloir rester dans sa ville natale pour gagner une Coupe Stanley. Il faut dire que lui, il va sortir d'un contrat de 7 ans, 11 millions, là, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, c'est 77 millions. Le plus gros de son argent est quand même fait. Il y a des joueurs qui, justement, en vieillissant, misent sur l'équipe plus que sur le contrat, qui veulent aller chercher cette fameuse Coupe Stanley qui leur échappe depuis longtemps. On va avancer, Laurent, avec un autre dossier qui retient l'attention. C'est celui du jeune joueur Cutter Gauthier. Pour mettre un peu les gens au courant de ce dossier, pour ceux qui n'ont pas suivi, les Flyers de Philadelphie, à l'été 2022, ont repêché Cutter Gauthier. D'ailleurs, qu'on a pu voir au Mondial Junior 2 fois plutôt qu'une, une fois contre la Suisse d'or, hein. Et une fois justement dans le match de la médaille d'or. Il a gagné cette fameuse médaille d'or, un joueur qui a terminé avec le plus de points de la compétition à égalité avec d'autres éléments, mais surtout le meilleur Américain de cette équipe. Il a été drafté par les Flyers, disait ouvertement qu'il avait hâte de joindre cette équipe, mais qu'il mettait le cap sur Boston University dans la NCAA. Évidemment, à 18 ans, il y a beaucoup d'Américains qui font ce choix. Quelques mois plus tard, les Flyers n'avaient plus de nouvelles de lui. Il a communiqué finalement aux Flyers qu'il ne jouerait jamais pour cette concession, qu'il ne voulait pas signer de contrat avec les Flyers de Philadelphie. Les détails, les raisons pourquoi, pour l'instant, on les ignore. Mais du coup, les Flyers ont été pris avec cette patate chaude, ce joueur hyper prometteur qui ne voulait pas signer avec les Flyers. Ils ont décidé de l'échanger du côté d'Anaheim en retour de Jamie Drysdale, un défenseur canadien qui a été un 6e choix au total de la draft il y a quelques années. Il a une 130aine de matchs d'expérience dans la NHL et un choix de 2e ronde. La question que je te pose, Laurent, connaissant le dossier et la valeur des joueurs qui descend abruptement lorsqu'ils ne veulent pas signer dans leur club où ils ont été repêchés, est-ce que tu penses que les Flyers s'en tirent bien avec le retour qu'ils ont eu dans cette transaction de Cutter Gauthier? Évidemment, hein, c'est toujours difficile. C'est des jeunes joueurs, hein, donc leur évolution sur du moyen long terme est toujours un peu délicate à imaginer. Mais Gauthier, c'est un super joueur. Moi, je l'ai vu évoluer là dans les matchs demi-finale et finale. Donc, ça joue du très bon hockey, un très bon shoot. Il peut jouer en powerplay. Donc, s'il arrive à transposer ça au niveau NHL, c'est sûr que ça va être un joueur, un top 6, voire un top 3 donc, pour une équipe. Maintenant, voilà, Philadelphie a fait le choix de prendre d'échanger contre un top défenseur aussi, qui va être un excellent défenseur dans la NHL. Plus un choix de deuxième ronde, donc là c'est un peu plus, on ne sait pas ce que ça peut donner. Je trouve que Philadelphie s'en sort quand même plutôt bien, parce que c'est vrai que c'est toujours délicat d'échanger un jeune joueur. Je pense qu'ils ont quand même, pourquoi ils s'en sortent bien, c'est parce que ils performent bien avec Boston University, qui est une des meilleures équipes universitaires à l'heure actuelle. C'est Pandolfo, le coach à Boston University. Ils font un super job depuis quelques années. Le programme sort des talents incroyables. Donc, ça a joué, je pense, du côté de Philadelphie. Et ces jeunes joueurs, on espère toujours. Moi, je vois quand même que Gauthier, ça va être un top joueur. Et après, bon, eux, ils ont fait l'échange avec, à l'époque, Lindros, hein, si on se souvient bien, qui ne voulait pas rester à Québec et qui avait fini à Philadelphie contre, en l'occurrence, il y avait Forsberg et d'autres joueurs qui ont fait
la victoire à la fin de Colorado et Philadelphie n'a jamais gagné la coupe. Donc, ça n'empêche pas que Lindros reste un des plus grands joueurs aussi de la NHL, qui est Hall of Famer, etc. Donc, voilà. C'est vrai que... Il y a toujours là des deux côtés. Au final, c'est ce qu'on veut, c'est gagner la coupe. Donc, je dirais qu'ils avaient été un peu perdants et on verra qui c'est qui gagnera la coupe entre Philadelphie et Anaheim s'il y en a un des deux qui la gagne grâce aux joueurs. C'est vrai que c'est intéressant de faire la comparaison entre les deux situations. Philadelphie qui avait tout donné. Hein. C'était, il y avait Wendell Clark, il y avait Mike Ritchie, il y avait Steve Duchesne, il y avait une tonne de joueurs. Il y avait des choix de première ronde, il y avait des montants, des millions en jeu. Il y avait aussi. de l'argent en plus, effectivement. À l'époque, on mettait un peu de l'argent aussi dans la balance. Et Peter Forsberg. Hein, et Peter Forsberg, qui était l'élément central de cette transaction. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque... Je ne sais même pas si au début, c'était tant que ça, parce qu'il était... Ouais, si, quand même, il était encore jeune, mais très prometteur. Mais reste que Eric Lindros était tellement typé comme peu de joueurs en NHL. S'il avait pu rester en santé, il aurait été un joueur encore plus dominant qu'il ne l'a été. Pour revenir à Cotter-Gauthier, honnêtement, les Flyers s'en sortent très bien. Très, très bien. Et moi, je vais faire une comparaison avec cette situation, celle d'Adam Fox. Lorsqu'Adam Fox a été repêché, il a été drafté par les Flames de Calgary. Et il a décidé de rester à l'université. Il faut rappeler que les équipes ont 4 ans pour signer les joueurs lorsqu'ils sont issus des rangs universitaires américains. C'est 3 ans, je crois. Ouais, c'est 3 ans junior. Junior canadien, mais 4 ans du côté de l'Europe ou de la NCAA. Et Adam Fox avait ouvertement dit qu'il ne signerait pas avec les Flames de Calgary. Et le mot s'était passé dans la ligue, tout le monde le savait. Et du coup, l'échange, je ne veux pas me tromper, là, mais je crois être pas mal sûr dans mes souvenirs, l'échange c'était Adam Fox contre un choix de 3e ronde. Parce que Adam Fox avait menotté son ancien directeur général, parce que tout le monde savait qu'il ne voulait pas signer. Donc, soit que les Flames le perdaient pour rien, ou qu'ils l'échangeaient contre la meilleure valeur qu'il recevait, et c'était à l'époque un choix de 3e ronde. Adam Fox, c'est un récipiendaire du trophée Norris, l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Cotter-Gauthier... Après, pour juste... ce qui est plus difficile avec Adam Fox, c'est un défenseur donc très mobile, mais qui est relativement peu épais, pas grand. Et justement, en se posant la question, est-ce qu'il va pouvoir répéter ce qu'il fait en université, en NHL? Et là, il y a toujours, pour un défenseur de plus petite taille, il y a un peu plus de doute et plus le fait qu'il voulait être transféré. Calgary s'en est pas très bien sorti, effectivement, sur cette affaire. Ils ne paraissent pas bien maintenant. Ouais, et donc, mais les Flyers, d'ailleurs, ont remercié les directeurs généraux et les présidents qui ont été contactés pour Cotter-Gauthier, puisque le mot ne se serait pas passé dans la Ligue nationale que Cotter-Gauthier ne voulait pas signer à Philadelphie. Du coup, sa valeur est restée très haute. Même si on se doutait quand même qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, parce que Gauthier a refusé l'invitation des Flyers pour le camp de développement l'été, chose à laquelle normalement les joueurs de NCAA vont, parce que c'est le seul contact qu'ils ont avec les clubs de NHL vraiment là, pour démontrer leur potentiel et tout, parce qu'il faut rappeler que les joueurs qui sont engagés NCAA n'ont pas le droit de signer un contrat professionnel, et du coup, quand tu ne signes pas de contrat professionnel, tu ne peux pas participer au camp d'entraînement des équipes, donc tu ne peux pas jouer professionnel. Bref, voilà. Donc, moi, je suis d'avis comme toi que les Flyers s'en tirent très bien. Laurent, on approche la mi-saison dans la NHL et justement, on va y aller de nos plus grosses surprises et nos plus grosses déceptions. La première question que je te pose, je t'ai mis un choix de réponse. Jets de Winnipeg, Canucks de Vancouver, Flyers de Philadelphie. Quelle est ta plus grande surprise de ce début de saison? Bon, les trois sont quand même des surprises. Ma plus grande, c'est quand même les Jets au final. Ils sont premiers de la Ligue. Hein. Une équipe qui a été éliminée au premier tour l'an dernier rapidement par Vegas, qui était la dernière qualifiée 8e à l'Ouest, qualifiée pour les playoffs, donc juste à la limite. Et cette année, ils jouent très bien au hockey, ils défendent bien, ils ont des lignes homogènes. Donc voilà, on avait l'impression même qu'à un moment donné, je ne sais pas si ce n'est pas l'an dernier, ils étaient plus vendeurs qu'acheteurs dans les échanges. Donc on s'était demandé s'ils repartaient sur une reconstruction. Donc ils sont un peu entre les deux et au final ils se retrouvent premiers de la Ligue avec 2 gardiens qui
qui émerge à plus de 92% de réussite. Donc, voilà, ils ont pas mal de choses en place et qui fonctionnent bien pour eux cette année. Hein. Ça, c'est à voir s'ils arrivent à tenir ça sur une saison entière. Ça, c'est peut-être le point d'interrogation. Il faut dire qu'ils ont perdu les services de Kyle Connor pendant plusieurs mois. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est déjà de retour, le meilleur buteur de cette équipe. Donc, plus gros attaquant, ouais. Moi, je me pose la question, est-ce que Blake Wheeler était peut-être le cancer de ce vestiaire? L'ancien capitaine qui a été racheté, signé du côté des Rangers de New York. Il y avait beaucoup de rumeurs qui sortaient de Winnipeg en disant que l'atmosphère dans le vestiaire était vraiment nocive et qu'à une époque, Hellebuck voulait partir, tous les joueurs voulaient partir, Pierre-Luc Dubois voulait partir. Il y avait vraiment... Mark Scheifele avait également dit que son avenir était incertain à Winnipeg. Et là, on dirait que tout roule. On est devenu premier. Justement, Pierre-Luc Dubois qui part du côté de LA. Ça semblait être la catastrophe à Winnipeg. Finalement, le retour qu'ils ont eu est génial. Gabe Vilardi, moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Il était en train de se déclare. Il était vraiment en train de bien se développer du côté de Los Angeles. C'est maintenant un joueur très important à Winnipeg. Je suis d'accord avec toi que c'est une des plus grandes surprises. Mais pour faire différent, moi, j'irais avec les Flyers de Philadelphie quand même. Parce que les Flyers de Philadelphie, il n'y avait pas de doute qu'à la dernière date limite des transactions, ils étaient vendeurs, ils étaient en reconstruction. Ils ont terminé la saison l'an dernier au 26e rang de la Ligue nationale de hockey avec 31 victoires. Cette année, en 40 matchs, ils ont 20 victoires. Et ils sont en position, si la saison s'arrêtait aujourd'hui, ils sont en position pour faire les playoffs. C'est assez exceptionnel. Le virage sans pratiquement changer grand-chose. C'est une équipe qui s'est débarrassée de Kevin Hayes, qui était un de ses leaders, qui s'est débarrassé d'énormément de joueurs au cours des dernières saisons. On peut penser, bon, évidemment, là, ça commence à dater. Ça fait 2-3 ans, mais Claude Giroux. Et il ne faut pas passer sous le silence le retour au jeu de Sean Couturier. Je pense que ce retour au jeu-là est peut-être l'élément le plus important des succès des Flyers de Philadelphie. Un joueur blessé plus souvent qu'autrement, mais tellement important pour cette franchise des Flyers de Philadelphie. Laurent, on est allé dans les surprises. On va maintenant aller dans les déceptions. J'ai mis un choix de réponse plus petit cette fois, mais un choix de réponse évident. Sénateur d'Ottawa ou Sabre de Buffalo? Quelle est ta plus grande déception? C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs que j'aime beaucoup à Ottawa, des jeunes, mais j'irais quand même pour Buffalo, pour l'ensemble de leur œuvre, dans le sens où j'ai l'impression que c'est chaque année, c'est une déception, quoi. On les attend. Ils ont... Après, j'adore Nate Thompson, et cette année, il n'est pas dominant comme il devrait être. Il y a pas mal de joueurs qu'on attendait mieux, ils ne sont pas. Il y a un problème dans cette franchise. Honnêtement, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Il faut qu'il trouve le cancer et qu'il le jette par la fenêtre parce que ça fait une quinzaine d'années qu'il y a quand même un gros problème avec ça. Hein. D'ailleurs, Eichel, il est parti, tout le monde le blâmait, etc. Et finalement, Eichel, il a une coupe. Hein. Et c'était pas lui le problème. Donc, le problème, il vient d'ailleurs, et dans l'organisation même, dans le management peut-être. Donc, ils sont assez catastrophiques encore cette année. Hein. Ils font partie des 5-6 dernières équipes de la Ligue, alors qu'on ne s'attendait pas à ça. On pensait que ça devait être une équipe pour les playoffs, quoi. Ouais. Ben, en fait, j'ai placé comme choix de réponse les Sénateurs et les Sabres parce que presque tous les experts ou les connaisseurs ou les amateurs de hockey plaçaient ces deux équipes soit en playoffs ou tout près des playoffs. Ces deux équipes devaient avoir terminé leur reconstruction. Les Sénateurs d'Ottawa sont dans les bas-fonds de la Ligue les Sabres de Buffalo également, évidemment. Les deux équipes qui sont loin du portrait des playoffs et qui, à moins d'un revirement de situation exceptionnel, ne devraient pas faire partie des playoffs. Pour vous donner une idée, à la mi-saison, bon, évidemment, les Sénateurs d'Ottawa ont 5 matchs de moins de jouer que presque tout le monde. Ils n'en ont que 36, mais ils sont 30e dans la Ligue. Et les Sabres de Buffalo sont 27e dans la Ligue. Ça serait très surprenant de les voir en play-off. Et moi aussi, je vais y aller, Laurent, avec les Sabres de Buffalo. Bon, les Sénateurs d'Ottawa, ça a été un sketch depuis le début de la saison. Ils ont changé de directeur général, d'entraîneur. Il y a eu des scandales. Il y a eu de tout. Leur gardien qui ne performe pas non plus. Exactement. Donc, moi, ma plus grande surprise, c'était quand même les Sabres de Buffalo parce que je pensais que cette équipe-là était rendue au step supérieur avec tout ce qui s'était passé.
l'an dernier. Ils étaient tout près d'une place en play-off, avaient vraiment progressé, avaient fait 1 ou 2 steps devant l'an dernier. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont fait 1 ou 2 steps derrière. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que les Sabres de Buffalo, il manque peut-être cette espèce de petits groupes de vétérans, 1, 2, 3 vétérans qui ont l'expérience d'avoir gagné une Coupe Stanley, qui ont l'expérience dans le vestiaire, parce que c'est une équipe très jeune. Quand on regarde cette équipe, Casey Mittelstadt, Rasmus Dahlin, Tage Thompson, Dylan Cousins, Owen Power, Zach Benson, Victor Olofsson, c'est un jeune vétéran. Mais et devant la cage, bien évidemment, Devon Levi est très jeune aussi. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe, mais j'ai l'impression qu'il manque l'espèce de colle qui est souvent amené par les vétérans qui ont l'expérience d'avoir joué en play-off, d'avoir joué des matchs importants dans une saison qui qualifie une équipe. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, mais je vois exactement. Ça je pense qu'ils ont un bon vétéran en personne de Skinner, mais qui est peut-être, je sais pas à quel point il amène du leadership dans le vestiaire, mais ils ont besoin d'une ou deux, un ou deux défenseurs, ce qu'on appelle les glue guys, les personnes qui permettent de souder une équipe. Et on a l'impression que cette équipe est jeune, elle vit, ok, on est jeune, ça va bien aller, on essaye de performer, de s'améliorer, mais maintenant, il faut qu'ils pensent aussi à gagner des matchs et pas que individuellement à s'améliorer. Évidemment, il faut, mais maintenant, il faut qu'ils doivent aller gagner des matchs, quoi. Ils doivent aller se qualifier en play-off pour aller chercher cette expérience de play-off qui est encore différente de la saison régulière. Et je suis d'accord avec toi, il manque le management, hein, on revient là, dans la construction de son équipe, doit aider ses top joueurs. Après, évidemment, Nate Thompson doit performer à un plus haut niveau. Est-ce que ça vient du coaching staff aussi? Il y a 2-3 points d'interrogation qui doivent se poser à l'heure actuelle du côté de Buffalo, ça c'est sûr. Pour vous donner une idée, en date d'aujourd'hui, on enregistre le mercredi 10 janvier. Les Sénateurs d'Ottawa sont à 17 points d'une place en play-off. La dernière place en play-off qui est détenue par le Lightning de Tampa Bay. Et sachant qu'il y a Pittsburgh, je ne pense pas qu'ils sont encore en play-off. Non. New Jersey. New Jersey qui est parti aussi, qui a eu des blessures, donc il devrait remonter fort. Donc la course pour les playoffs, à mon avis, elle est morte pour eux. Ouais. et les Sabres de Buffalo sont à 7 points des playoffs. Ça ne semble pas énorme, mais 7 points, il faut prendre en considération que c'est 2 points de victoire, évidemment, en NHL, contrairement à 3 ici. Mais il faut que les Red Wings de Détroit qui sont devant, les Penguins de Pittsburgh, les Capitals de Washington, les Devils du New Jersey, le Lightning de Tampa Bay, les Islanders de New York perdent assez de matchs pour que les Sabres recollent au classement. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je pense que ça va être très compliqué pour eux, effectivement. Dernier sujet dans notre head-to-head cette semaine, Laurent, et je profite de ton passage pour parler d'une... Bon, c'est une rumeur. C'est plus gros qu'une rumeur parce que le Canadien de Montréal a déjà parlé qu'il attendait qu'une petite confirmation de la Ligue, mais que c'était dans les boîtes, dans les projets réels, que le Canadien de Montréal joue des matchs du côté de Paris dans un avenir rapproché. On parle peut-être de 2026. Et toi, tu connais quand même bien le hockey français, le marché français. Et la question que je te pose, est-ce que c'est une destination logique? Est-ce que c'est une bonne destination, le Canadien de Montréal à Paris? Oui, je pense que c'est bon, en tout cas, la patinoire, elle sera pleine en 2 secondes. Ça, c'est une certitude. Pour donner un exemple, nous, avec l'équipe de France, on avait joué contre le Canada sur un match amical avant les championnats du monde, donc à Bercy, dans la patinoire d'Inkel. Et donc, pour un match amical, on a vu 14 000 personnes, quoi. Parce que l'équipe du Canada venait. Et à partir du moment où on a le Canada ou les Canadiens de Montréal, qui est la plus grande franchise, on va dire, en niveau popularité dans le monde et surtout en France, et ça va faire un énorme engouement pour le hockey. Et ça, c'est une certitude. Je trouve ça intéressant parce qu'évidemment, bon, tu connais les 2 marchés, le marché de la Suisse. Moi, j'ai beaucoup parlé, j'espérais que le Canadien vienne peut-être en Suisse romande. Je trouve quand même intéressant parce que ça reste Paris, je veux dire. Le Canadien de Montréal, la seule équipe francophone qui irait dans la plus grande ville francophone au monde, il y a quand même une espèce de lien logique qui se fait irait aussi. Bien, non, mais c'est sûr, tout à fait. Parce que le panorama pour la Ligue nationale, c'est ce qu'on recherche avec Vegas qui est très
show et qui est Sexy. très spectacle sexy. Mais Paris a un peu cette aura aussi que d'autres villes n'ont pas. Et c'est rien contre les villes suisses romandes, mais c'est beaucoup plus petit, c'est moins après, c'est international. Ça, déjà, la taille de la patinoire, l'Accor Arena qui a été rénové peut contenir autour de 15 000 personnes. Hein. Donc, en Suisse romande, on n'a pas réellement de patinoire. On a des belles patinoires, comme à Fribourg, ça c'est une certitude. Mais de là... le coût de la venue d'une équipe NHL est relativement cher, je crois. Donc il faut qu'il y ait du monde pour amortir le coût. Et donc, je pense que Paris est une très bonne destination. Je pense qu'évidemment, du côté des fédérations françaises, c'est quelque chose, on se réjouit. La France est candidate pour les championnats du monde aussi en 2028, devrait recevoir les JO en 2030. Donc, il y a tout un travail à faire pour le hockey français pour justement utiliser la venue des stars de la NHL, d'avoir des joueurs de tel niveau pour montrer que le hockey, c'est un sport super spectaculaire et attrayant. Donc, je pense que tout le monde aille gagner dans cette venue des Canadiens de Montréal à Paris. Depuis que les équipes de NHL traversent en Europe, il y a toujours des vedettes locales qui sont dans les équipes. On essaie toujours d'attirer, par exemple, des grands joueurs suédois si on est en Suède et ainsi de suite. Il y a peu de joueurs français en NHL. Penses-tu quand même que ça va être une priorité d'amener un visage connu des Français, une star française, ou pas vraiment parce que le Canadien de Montréal en soi représente assez une grande équipe pour vraiment avoir cet aspect popularité qu'on cherche? Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un joueur français. Ça serait un plus d'avoir, par exemple, un Alex Texier ou Pierre-Édouard Bellemare, mais je ne pense pas que ce soit le Canadien de Montréal représente tellement en tant que tel que il se suffit à lui-même. Pour la France, moi, je garantis que le match, il est plein, c'est sûr. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est une telle aura d'avoir une équipe NHL en plus, et en plus les Canadiens de Montréal. Donc, il y a cette proximité de la langue, d'avoir les cousins québécois qui viennent en France aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pas à négliger. Là, je me souviens d'une chose. Tu as dit que les billets allaient s'envoler rapidement si cette fameuse rumeur existait. Ce qui veut dire que je vais devoir me dépêcher pour acheter mes billets. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça. Ou tu demandes à MySport. Peut-être. Je sais pas si on va commenter sur place, si on va les commenter. J'espère. Mais moi, je suis prêt à payer ma place de commentateur pour pas commenter sur place. Ça, c'est certain. C'est pas tous les jours qu'on voit le Canadien de Montréal traverser en Europe. Et ça n'arrivera probablement pas souvent dans l'avenir. Donc, il faut en profiter, évidemment. C'est de la musique d'avenir, mais on souhaite que le Canadien traverse en Europe pour quelques matchs. Et surtout que ce soit des matchs de saison régulière. C'est agréable d'avoir des matchs hors concours, mais c'est des matchs qui veulent rien dire. Les clubs de NHL prennent ça à la légère. C'est de la préparation, surtout contre des équipes qui ne sont pas du championnat. Au moins un match de saison régulière, là, il y a vraiment de l'enjeu et on voit vraiment une différence de niveau aussi présentée. Tout à fait. Hein. On peut le voir, on l'a vu avec les matchs en Suède, là, qui étaient vraiment intéressants. Oui, exact. Laurent, merci beaucoup pour ton passage sur Overtime NHL. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci à toi, Jonathan. Évidemment, on te suit dans nos studios, entre autres. Quand tu n'es pas avec l'équipe de France à co-commenter sur les télévisions françaises, tu es chez nous dans nos studios. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Et à très bientôt, Laurent. À bientôt. Bonsoir tout le monde. Merci encore aux deux Laurent d'avoir été avec nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi, je vous retrouve ce dimanche 19h sur MySports 1 pour le duel NHL commenté en français. Les Capitals de Washington et Alexander Ovechkin ont rendez-vous avec les puissants Rangers de New York. Sinon, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Overtime NHL. Merci d'être fidèle au rendez-vous et à bientôt. Bye bye.
Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.